Merci, messieurs et madame la présidente. Je vais être bref moi aussi. J'avais une douzaine de questions. J'ai gardé les sept principales. En guise de préalable, je voudrais d'abord souligner quelque chose qui me paraît assez frappant. On pensait que le XXe siècle s'était terminé le 11 septembre 2001 et qu'on entrait à ce moment-là dans une ère de conflits asymétriques. Et avec ce conflit, cette guerre en Ukraine, c'est quelque part le grand retour du XXe siècle et du réalisme politique qui va avec. Et je crois que préalablement à d'éventuelles discussions pour un règlement politique de ce conflit, il faut contribuer à créer le rapport de force le plus favorable aux Ukrainiens, parce que, en effet, l'enjeu dépasse à maintes égards le sort de l'Ukraine. C'est en effet un peu de l'avenir de l'Europe qui se joue ici. Alors, mes questions sont les suivantes. Madame la ministre des Affaires étrangères, vous avez dit, et j'ai noté vos mots, vous avez parlé de sanctions pour faire cesser les hostilités. Est-ce que cela signifie que les sanctions sont liées quelque part aux hostilités en tant que telles? Et donc, est-ce que vous considérez que dès qu'un cessez-le-feu sera établi, les sanctions ont vocation à être levées? Et donc, ma question derrière ce que je viens de dire, c'est quelles sont les perspectives que vous donnez aux sanctions dans le temps? Alors, deuxièmement, on a souvent évoqué le risque d'un débordement du conflit en fonction évidemment de la réussite de la campagne russe en Ukraine, d'un débordement du conflit vers la Moldavie ou la Géorgie. Ce sont les pays les plus souvent cités. On sait aussi que ces dernières années, les Russes ont pris des positions militaires très fortes en Syrie, en Libye, au Mali. Est-ce que vous analysez des évolutions sur ces terrains-là qui seraient des signes avant-coureurs d'une généralisation du conflit loin des frontières de l'Ukraine? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut examiner. Concernant l'aide européenne, les 450 millions d'euros, je voudrais simplement savoir comment ça fonctionne. Est-ce que ces 450 millions d'euros donnés à l'Ukraine pour acheter du matériel militaire, est-ce que c'est l'équivalent de 450 millions d'euros de matériel militaire qui sont envoyés? Et si oui, à qui appartient ce matériel militaire? Est-ce que c'est une espèce de mise en commun de matériel appartenant aux différents États membres? Et existe-t-il une analyse de risque liée à la livraison du matériel, considérant qu'en effet, dans certaines zones, le risque est plus grand de voir ce matériel passer dans les mains russes. Alors, je voudrais savoir aussi ce qui se passerait si, à un moment donné, en fonction de l'évolution de la situation militaire en Ukraine, on se trouvait face à une situation où le gouvernement ukrainien demandait une intervention militaire de l'OTAN ou de certains pays sur son territoire. Est-ce qu'on anticipe déjà une évolution de ce type? Je voudrais savoir aussi ou avoir votre analyse concernant la Chine et le rôle de la Chine et l'attitude de la Chine actuellement. On sent que ce n'est pas un soutien franc et massif qui est apporté à la Russie, mais on sait aussi que les Chinois observent attentivement la situation et que dans la zone Pacifique Sud-Est, il y a aussi des conflits potentiels qui pourraient ou non se déclencher en fonction de la manière dont les Européens et particulièrement les États-Unis réagissent à l'offensive russe en Ukraine. Et je pense particulièrement à la situation de Taïwan. Deux derniers éléments. La bourse TTF qui concerne le gaz s'envole complètement. Le prix du gaz a doublé en 6 jours. Comment est-ce qu'on anticipe la situation sur les marchés de l'énergie? C'est un débat qui occupe le gouvernement depuis longtemps, mais qui va revenir avec beaucoup de force à l'aune de la situation en Ukraine.
Et enfin, vous avez parlé de la présence, Madame la ministre des Affaires étrangères, de la présence de notre consul à la frontière moldave. Or, il croit savoir qu'à la frontière moldave, en effet, on est dans une région russophone, la Transnistrie, et région sur laquelle s'appuie la Russie également pour faire en Moldavie ce qu'ils ont fait en Ukraine au départ des régions frontalières. Quelle est la situation sécuritaire là-bas, notamment pour nos équipes diplomatiques, mais également pour les déploiements qu'on pourrait organiser dans cette zone. Voilà, je vous remercie. Merci. À mon tour d'adresser mes remerciements au nom de mon groupe au gouvernement, qui était très bien représenté aujourd'hui et massivement représenté. C'est dire tout l'intérêt et toute l'attention qui est portée à ce dossier important. La séance d'aujourd'hui nous a permis d'exprimer notre soutien entier et profond à l'action graduée et modulaire du gouvernement. Je pense que ce sont deux adjectifs très importants, en lien avec, évidemment, nos partenaires. Et ce soutien à l'action du gouvernement, c'est un soutien aussi aux Ukrainiens qui ne parviendront pas à négocier un bon accord s'ils se retrouvent en position de faiblesse ou d'extrême faiblesse sur le terrain. Et ce soutien, nous l'exprimons aussi à travers la résolution, et mon collègue André Flau en a parlé, que nous avons rédigée. Alors, l'enjeu, c'est évidemment les vies humaines sur le terrain et la souveraineté d'un État européen, mais les enjeux se situent également bien au-delà, et c'est probablement une partie de l'architecture du monde de demain qui se joue ici, et donc action diplomatique, action économique, action militaire, pour évidemment fixer un cap de paix respectueux du droit international. Et donc, nous resterons évidemment très vigilants, très attentifs et très soutenants à l'égard de l'action que vous menez au quotidien sur ce dossier. Merci beaucoup.